Bienvenue à ce nouveau numéro de Entre vos lignes, une tribune d'expression libre et démocratique réservée aux professionnels de médias qui analysent et commentent les différents sujets qu'ils ont eux-mêmes publiés ou diffusés. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et c'est RTG World que vous regardez. Avec moi sur ce plateau pour débattre de quelques sujets d'actualité ici chez nous au pays, j'ai à ma droite Papi Kalokola Lyonga Batamba. Il est éditeur du journal Libre Oriental. Papi Kalokola, bonsoir et merci d'être venu. Merci. Bonsoir. Et à ma gauche, c'est un habitué de cette émission. Il s'agit de Joël Kadé Ndanga. Il est éditeur du journal Impact News. Joël Kadé Ndanga, bonjour et merci. Bonjour cher confrère, bonjour pour l'invitation, pour l'amitié. Voilà, mesdames et messieurs, l'actualité est dominée, vous le savez, par la décision de FDLR, ces rebelles Hutus-Rwandais. Ils ont finalement accepté de se rendre à Kisangani, site choisi pour leur démobilisation avant leur retour dans leur pays, à savoir le Rwanda. Nous allons parler de ça dans cette émission. Nous parlerons également de cette nouvelle tactique que les ADF Nalu utilisent à Beni. Après les carnages, ils procèdent maintenant à la pose des engins explosifs dans la ville de Beni. Et nous allons chuter par un autre sujet qui a défrayé ou qui continue à défrayer la chronique. Il s'agit de la grève des magistrats. Vous savez, mardi, ces hommes de la loi ont manifesté pour réclamer leur salaire tel que décidé par le chef de l'État, à savoir 1600 $ pour les magistrats du grade des recrutements. Tous ces sujets seront passés au peigne fin dans cette émission avec mes confrères qui sont ici avec moi. Et sans plus tarder, nous allons prendre les tout premiers sujets. Il s'agit de la délocalisation de FDLR à Kisangani. Alors, Kadé Joël Ndanga, pourquoi, selon vous, les FDLR ont changé de manière spontanée la décision et pourtant ils s'opposaient à cette décision de pouvoir se rendre à Kisangani? Qu'est-ce qui explique, selon vous, ces changements d'avis un peu inattendus? Non, l'FDLR, comme l'avait demandé le président Jakaya Kikwete, le président tanzanien, qui avait demandé, au même titre que cela a été fait en République démocratique du Congo, comme au Burundi, qu'on organise un dialogue interrwandais qui pouvait permettre que l'FDLR rentre chez eux. Parce que quitter de la province du Nord Kivu ou du Sud Kivu pour se rendre dans la province orientale, ça n'a pas résolu le problème. Pourquoi est-ce qu'on peut imposer aux RD congolais de négocier avec leurs rebelles? Et d'ailleurs, parmi lesquels on avait constaté à l'époque qu'il y avait des étrangers et on leur a même accordé une nationalité d'une manière globale, une première dans l'histoire du monde. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accepter que... Qui a peur des Kagame? Pourquoi on ne peut pas? En 1994, on nous avait imposé ces FDLR, qu'on les accepte chez nous comme réfugiés. Ils ont été tués en 1997 à l'entrée de l'AFDEL. Ils ont été tués à l'entrée du RCD Goma, à l'entrée du M23. Ils ont été pourchassés et tués. Je crois qu'il y a lieu qu'aujourd'hui, que la diplomatie congolaise puisse influer dans les grandes organisations internationales, de sorte que l'FDLR puisse rentrer chez eux. Parce que vous, depuis tout ce temps, vous allez constater que l'FDLR n'ont jamais constitué une menace pour le régime de Kigali, mais par contre, ce sont les femmes congolaises qui sont massacrées, ce sont les femmes congolaises qui sont tuées, qui sont violées et violentées. Donc, ça n'a jamais eu d'incidence malheureuse ou mauvaise sur le Rwanda. Je crois qu'il y a lieu qu'ils rentrent chez eux au lieu qu'ils soient déplacés du nord-sud Kivu vers la province orientale. Oui, et Papi Kalokola, vous, à votre niveau, comment vous expliquez ces changements d'avis un peu inattendus? Et parce que les FDLR s'opposent à cette décision de se rendre à Kisangani, évoquant comme sujet ou comme raison les refus par les autorités de la province orientale de les revoir encore sur la ville de Kisangani. Oui, concernant la problématique FDLR, parce qu'il faudrait d'abord remonter à l'histoire, comme venait de dire Kadé tout à l'heure, c'est en 84. 94, hein? 94. 84. Oui. 94. Oui, non, en 4, c'est ça. En 94, quand le FDLR entrait en RDC, oui, c'est vrai, c'était des gens matures, hein, donc évidemment avec les progénitures,
qui avaient à peine l'âge de parfois entre 5 à 14 ans. Et aujourd'hui, là, disons plusieurs années après, c'est sûr que parmi les aînés, ou du moins les vrais FDLR, beaucoup d'entre eux sont déjà décédés. Oui, à force de l'âge, bien Mais entendu. ceux qui sont en vie doivent être déjà Ceux vieux, qui plus sont âgés, en très vie, âgés. là. ceux qui sont en vie maintenant, ce sont des jeunes gens, oui, c'est vrai, qui n'ont pas été forcément impliqués dans le massacre disons, les génocides qu'on a déplorés. Alors, aujourd'hui, plusieurs années, les FDLR, après avoir sillonné tout l'est de la RDC, évidemment, il y a eu des propositions, je me rappelle encore en 2007, avec la première relocalisation des FDLR à Kisangani. Évidemment, la population s'est opposée énergiquement à cette relocalisation. Alors pourquoi cette opposition? Qu'est-ce qui fait Justement, que cela est motivé. les habitants de la province orientale puissent s'opposer à la présence, si on peut parler de la nouvelle présence des FDLR à Aix? Cela est motivé par ce que la population de Kisangani, pour parler rien que de Kisangani, a vécu pendant, n'est-ce pas, la guerre qu'on a appelée la guerre des 6 jours. C'était en juin 2000. Alors, imaginez-vous, peut-être quand vous parlez de cette guerre au niveau de Kinshasa ici, les Kinois ne semblent pas vraiment vivre les affres que les Boyomais ont connues. En juin 2000, 2 armées étrangères, donc les APR et puis le UEDF, donc l'UPDF, l'armée ougandaise, se sont battus pendant 6 jours. Et pendant ces 6 jours, donc, il n'y avait que des crépitements des balles, ou du moins des obus. Hein? Ce n'est pas que non, aujourd'hui vous combattez, demain il y a trêve. Non, non. Pendant 6 jours, il y avait des crépitements de balles et des obus. Alors, il y a eu des effets collatéraux, bien entendu, hein, notamment aussi des dégâts humains. Il y a eu des maisons dont aujourd'hui, par exemple, vous trouvez encore des stigmates, hein, dans certains immeubles. Et face à tout cela, la population n'attend même pas qu'on parle de FDLR à Kisangani. Et maintenant qu'ils vont se rendre à Kisangani, c'est décidé, ils seront bientôt à Kisangani. Comment la population peut se comporter par rapport à cette nouvelle présence de FDLR? Parce que, est-ce qu'ils vont mettre combien de temps là-bas à Kisangani avant leur retour au Rwanda? Moi, je pense qu'il appartient aux autorités politiques de préparer le moral de la population. Parce que moi-même, étant Boyomé, je connais ma population. Franchement, ils ont encore en mémoire les mauvais souvenirs de cette guerre. Et donc, ça sera difficile, à moins qu'il y ait eu des préparatifs en amont, hein, pour le faire comprendre que non, voilà, vous devez maintenant accepter. Poursuivons avec cette émission entre vos lignes. Je suis avec Papi Kalokola du journal Libre Oriental et Joël Kadé Ndanga de Impact News. Alors, Joël Kadé, est-ce que vous croyez à la sincérité de la décision prise par le FDLR de se rendre à Kisangani, ou c'est un piège qu'ils ont tendu au gouvernement de la RDC? J'attends beaucoup de tous ceux qui soutiennent la souveraineté de la RDC qu'aujourd'hui on décide de la fin de la présence des FDLR sur notre sol, sur le sol congolais. Et cela que nous avons besoin de la responsabilité du gouvernement congolais, qui se dit très souvent responsable, qu'on s'arrange, qu'on s'organise pour que les FDLR rentrent chez eux. Et je ne vois pas en quoi deux gens qui ont peur d'être tués dans leur propre territoire pourraient être sincères. Et comment pourrait-il être sincère? Papi a expliqué en quelques mots au début que d'ailleurs, s'il faut considérer ceux que l'on appelle aujourd'hui FDLR, ce ne sont pas ceux qui ont vécu les affres de 1994. Donc ça voudrait dire que ce sont des enfants, mais qui ont peur de rentrer chez eux, qui ne sont pas responsables du génocide de 1994. Pourquoi est-ce que Kigali ne peut pas les accepter chez eux? On doit les laisser chez nous pour qu'on trouve toujours des subterfuges, des alibis pour davantage agresser la RDC. Vous pensez que leur délocalisation vers Kisangani ne constitue pas une solution pour ce le n'est retour pas de la paix ce n'est pas une dans la solution. partie est qu'ils ont tant occupé? Vous avez entendu
entendu un Boyomé ici vous parler qu'il connaît sa population. Il a dit tantôt ici que la population se trouve dans une hantise, dans une aversion vis-à-vis de ces gens. Et qu'en conséquence, la cohabitation ne pourrait pas être pacifique. Donc, et lorsqu'ils vont se trouver en face d'une population qui ne les accepte pas, ce sont des gens qui sont habitués à la guerre, qui sont habitués à tuer, à violer, à massacrer. Ils vont continuer toujours à massacrer. C'est la population congolaise. Pourquoi le gouvernement de la RDC... Ils sont d'abord au nombre de combien ces rebelles hutu-rwandais? Ceux-là qui vont, est-ce qu'ils ont été identifiés pour qu'on sache ils sont autant et qui vont se rendre à Kisangani? Vous savez la bêtise, c'est quoi, très cher confrère? Lorsque ces gens-là, on les identifie, on peut les dénombrer. Ils sont à 1000, ils sont à 500, ils sont à 3000. Mais lorsqu'on leur demande de rentrer chez eux, ils vous brandissent la carte d'électeur congolaise. Oui, que doit faire maintenant le gouvernement par rapport à ça, par rapport à ces jeux qu'on a toujours observés chez les rebelles hutu-rwandais de FDLR? Qu'est-ce que les autorités congolaises doivent faire? Vous savez, la question fondamentale est là. Et cette question-là, il n'y a que la communauté internationale qui peut donner la réponse définitive, n'est-ce pas, s'il faut ou pas rapatrier le FDLR au Rwanda. D'ailleurs, à un certain moment, eux-mêmes demandaient qu'il fallait d'abord qu'au niveau du Rwanda, qu'on puisse avoir cette ouverture politique par Kagame. Oui, Papi Kalokola, qu'est-ce que le gouvernement doit faire concrètement, parce qu'on veut passer au deuxième sujet. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire concrètement pour éviter à ce que les rebelles hutu-rwandais nous fassent encore, nous jouent encore un sale tour? Je vous dis cette question-là, je reviens sur ce que je viens de dire, ça ne relève même pas du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est la communauté internationale. Il n'y a que la communauté internationale qui peut mettre fin à cette problématique. Cette aventure. Voilà, cela nous pousse à prendre un autre sujet relatif toujours à la situation sécuritaire à Béni. Vous savez, il y a eu carnage des civils par les rebelles ougandais d'ADF. Et maintenant, là, ils ont changé les tactiques. Ils ne font plus les carnages, ils ne tuent plus par le machette ou autres armes blanches. Maintenant, ils plantent les engins explosifs à travers la ville. Comment voyez-vous ces comportements? Est-ce que vous pensez que les ADF sont aujourd'hui seuls ou ils sont appuyés par une force négative armée? Très cher confrère, je voudrais d'abord que nous, journalistes, qu'on ne puisse pas mordre aux mensonges que nous brandissent les politiques. Aujourd'hui, j'entends même tous les médias congolais en train de parler des... L'interruption que vous avez pu constater chez vous, chers téléspectateurs. Nous poursuivons donc avec notre tranche 2 heures de news. On était en train de parler de cette nouvelle tactique que les ADF Nalou utilisent dans Béni, après les carnages, après le massacre. Maintenant, ils se livrent à planter les engins explosifs dans Béni. Et heureusement, les FRDC ont pu quand même découvrir ces engins et qui n'ont pas, heureusement, causé des dégâts. Alors, vous avez dit, derrière les ADF, il y a une autre main noire. Non. Moi, je ne voudrais pas, très cher confrère, je ne voudrais pas que l'on puisse mordre, même nous, médias congolais, que nous puissions accepter également de mordre à l'hameçon de ce mensonge. C'est un mensonge. Vous savez, ces mensonges courent depuis la débâcle du M23. Le M23 est de fait, ils sont partis au Rwanda, certains autres en Ouganda. Et Mamadou Ndala, on lui a tendu un piège dans lequel il est tombé, il est tué. La première hypothèse qui sort est soutenue par le porte-parole du gouvernement, c'est que ce sont les ADF Nalou qui ont tendu une embuscade dans laquelle Mamadou Ndala a été tué. Et plus tard, ce sont des tueries auxquelles on assiste. Or, ces tueries, s'y rappellent un moment, ça rappelle un peuple, ça rappelle une époque où on a vu au Rwanda, où on peut facilement piler les bébés dans un mortier, où on peut tuer un bébé de 5 ans avec une machette, avec une hache. Je me demande à qui profite ce mensonge et pourquoi tous ensemble, en partant des autorités, la société civile et même nous autres, on doit mordre à cet hameçon. Moi, je crois qu'il ne s'agit pas des ADF Nalou, c'est la stratégie du Rwanda et de l'Ouganda de poursuivre après avoir été vaincu à travers le M23. Vous voulez parler de la renaissance du M23, c'est ça? Je ne voudrais pas qu'on colle ça un mot, on pourra coller ça à AFDEL, CNDP, RCD ou tout autre mouvement comme vous voudriez qu'on accepte, mais je crois que c'est une stratégie de Rwandais de continuer à exterminer la population congolaise à Béni, à Rutshuru, pour qu'on transporte des nouvelles populations qui sont en Tanzanie, au Rwanda, en Ouganda, au Burundi, qu'on les ramène chez nous, que ce sont des réfugiés congolais qui étaient partis là-bas. Nous connaissons
cette stratégie-là, ça vise tout simplement la balkanisation de notre pays. Et je crois à nous, les journalistes, en tout cas, j'en appelle, nous devrions arrêter d'appeler cela les ADF Nalou. Et... On appelle ça maintenant. Non, c'est une agression sous un autre format, très cher confrère. Vous avez vu qu'il y a une nouvelle rébellion en gestation à Béni, au Nord Kivu. Je crois qu'il faut aller tout droit au but parce que à Béni, nous y avons été plusieurs fois. Vous savez, ce qu'on appelle ADF Nalou, ça peut avoir plusieurs connotations. Ouais. Et parfois même, ces ADF Nalou sont confondus aux populations autochtones, aux populations locales, aux jeunes gens de la tribu, bien entendu. Comment est-ce que vous appelez Nandé et tout ça, pour la plupart. Évidemment, les Nandés sont à la fois en RDC et en Ouganda aussi. Alors, la problématique est ADF Nalou. Moi, je pense qu'il y a trop peu de. Il y a beaucoup de nébulosité là-dedans, au point que s'il faut faire des analyses là-dessus, on risque d'impliquer certains politiques de l'opposition qui peuvent être derrière. Donc il ne faut pas danser, je vous comprends bien, on ne peut pas aller vite en besogne, il faut prendre le temps, étudier sérieusement ces dossiers et puis attaquer, chercher à mettre un terme à ces mouvements qui perturbent la quiétude de la population civile dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et on va parler d'un autre sujet qui concerne cette fois-ci les magistrats. Vous savez, les magistrats ont manifesté mardi dernier. Ils réclament l'application du barème salarial tel que décidé par le chef de l'État en 2011, à savoir $1 600 américains pour les magistrats du grade des recrutements. Mais depuis 2011 jusqu'à ces jours, rien n'a été fait. Alors ces magistrats-là sont descendus dans la rue. Alors, ils étaient devant le palais de la justice à Gombe pour exprimer leur ras-le-bol. Et quelques temps après, il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui a sanctionné quelques-uns de ces magistrats qui ont manifesté. Est-ce que selon vous, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, ces magistrats ne touchent pas $1 600 comme le chef de l'État avait décidé? Non, c'est tout simplement de l'irresponsabilité de la part du gouvernement. Parce qu'on ne peut pas comprendre, vous promettez une chose et quelques temps après, vous êtes incapable de les réaliser. Et donc, moi je pense que les magistrats ont tout à fait raison. Et ils ne doivent pas désarmer devant leurs droits. Moi je pense que c'est clair et net. Il faudrait que le gouvernement puisse arriver à les satisfaire, à satisfaire leurs requêtes. Moi je pense qu'il n'y a rien même de... Parce qu'en fait, il n'y a pas que les magistrats. Parce que quand on voyait dans les enseignants, certains paliers qu'on a toujours demandé, les fonctionnaires qu'on a toujours demandé, notamment les fameux Mboudi, ça n'arrive toujours pas. Joël Kadindanga, les problèmes se situent à quel niveau? Parce que le chef de l'État a décidé. Quand le chef décide, donc le gouvernement doit immédiatement exécuter. Excusez-moi, très cher confrère, avant d'aborder la question des magistrats, ils ne meurent pas, ils mangent, ils bouffent, tout ça. Laissez-moi faire un pas en arrière par rapport à la situation de nos frères de Béni. 100 personnes ont été tuées. Très vite, c'est une incise. Ils ont été tués. Il n'y a pas de responsabilité jusque-là. Ni le maire de Béni n'a jamais été sanctionné, ni le gouverneur du Nord Kivu, ni le ministre de l'Intérieur, ni le ministre de la Défense. Pas même un deuil national et pas même un bruit du côté de ceux qui représentent Béni Rutshuru au sein de nos institutions parlementaires. Je crois qu'il y a une légèreté, il y a une complaisance, il y a une insensibilité à la douleur et à la souffrance des Congolais. Cela étant... Mais le chef de l'État, pour ouvrir la parenthèse, le chef de l'État, lors de sa visite dans cette partie du pays, avait promis une série de sanctions à l'endroit qui ne sont pas venus immédiatement après qu'il ait quitté. Béni, c'est pas été encore. Ces traces étaient encore repérables. Il doit s'informer. Très chers confrères, les gens sont morts, c'est plus de 100 personnes. Supposons que ces gens-là, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon cousin. Il faudrait qu'on soit sensible au sang. Il ne faudrait pas qu'on atteigne un niveau de monstruosité où on ne peut plus sentir la douleur des Congolaises et Congolais qui sont tués. À un moment donné, il faudrait que l'on se comprenne. Passons au dossier de magistrats. Le problème se situe à quel niveau par rapport au salaire des magistrats? Le problème se situe dans notre pays, on n'a pas le respect de la parole donnée. On n'a pas le respect des engagements pris. Et ce, au sommet de l'État jusqu'en bas. Et à un moment donné, on se dit que... Là, c'est vous qui le dites, parce que le chef de l'État
a décidé. Est-ce qu'il revient au chef de l'État lui-même de faire les suivis où il y a des services appropriés pour exécuter? Non, les sommets, ça ne veut pas dire le chef de l'État, mais il y a le ministre de la Justice. Vous n'allez pas quand même demander au chef de l'État de faire lui-même les suivis de la décision qu'il avait prise. Mais la décision est déjà prise. Oui. Il y a le ministre, l'ordonnateur principal du gouvernement, c'est le ministre des Finances. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'interpeller pour qu'il exécute ce que le chef de l'État est dans la chaîne de dépenses? Il y a le ministère du Budget, il y a le ministre des Finances, il y a le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Je crois que la responsabilité leur revient pour qu'ils puissent exécuter, qu'ils puissent matérialiser la volonté du chef de l'État. Alors, lorsque ceux-là ne matérialisent pas la volonté du chef de l'État, il revient encore au chef de l'État de les sanctionner parce que c'est lui le garant de la nation, c'est lui le garant des institutions, le garant de la stabilité, le garant du respect de sa propre parole donnée, de ses engagements pris. Bon oui, je crois que le chef de l'État est au courant de ces dossiers après la manifestation de ces magistrats mardi dernier. Et Papi Kalokola, il y a une certaine opinion qui pense que ces magistrats n'avaient pas droit de pouvoir manifester comme ça. Ils devaient se référer à une structure bien organisée pour manifester leur ras-le-bol. C'est pour cela que certains d'entre eux ont été même sanctionnés. Sans vouloir faire l'avocat des magistrats, vous pensez vraiment qu'à leur niveau, ils pouvaient vraiment ne pas suivre la procédure? C'est que s'ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est que c'est après avoir enregistré plusieurs plaintes et finalement il fallait descendre dans la rue et réclamer. Donc le problème des magistrats, moi je ne pense pas que ça date d'aujourd'hui. Je crois qu'il y a même depuis plusieurs mois, une année, même si on voit très bien depuis que la promesse du chef de l'État a été faite. 2011, ça fait 3 ans. Oui, justement. Parce que je me rappelle encore l'année passée, déjà il y avait des problèmes. D'abord, pour affecter les magistrats à l'intérieur du pays, ils commençaient à revendiquer, bon oui, nous allons à l'intérieur, mais avec quel salaire? Donc les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Oui. Mais ce que je reviens à dire, c'est de l'irresponsabilité du gouvernement, toujours avec sa politique de faire la sourde oreille. Et donc là, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Donc vous demandez au gouvernement de sanctionner, de suivre de près ces dossiers-là. Parce que les magistrats ont réclamé, ils vont toucher, pas seulement, c'est moi si par exemple aujourd'hui les gouvernements arrivaient à leur donner ce salaire de $1 600 américains, ils demandent à ce qu'on puisse répartir, remonter jusqu'en 2011. Avec effet rétroactif. L'année à laquelle le chef de l'État avait pris cette décision pour qu'un magistrat du grade de recrutement puisse toucher le salaire de $1 600 américains. Alors Joël Kadé Ndanga, nous sommes à la fin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pour que ces magistrats soient rétablis dans leurs droits? Vous savez, le chef de l'État avait dit à un moment donné qu'il n'a pas 15 personnes qui peuvent l'aider à rebâtir la RDC. Je crois que maintenant lui-même a compris que la plupart de ceux qui l'entourent ne comprennent pas sa vision, parce qu'après déjà avoir donné sa parole d'honneur, après déjà pris un engagement aussi solennel que celui-là, il fallait que ceux qui l'entourent, ceux qui agissent dans la chaîne des dépenses puissent l'accompagner. Alors, comme ils ne savent pas l'accompagner, je crois qu'il lui revient à lui, notre chef à nous tous, notre père à nous tous, de comprendre qu'il y a péril en demeure, parce que lorsque les magistrats vont gréver, quelle que soit la terreur qu'on veut imposer pour les sanctionner, il n'y aura même pas de service minimum. Oui. Ils vont endurcir leur mouvement. Mais mon frère, sans la loi, sans qu'ils ne tiennent leurs audiences, mais je crois que ça sera un tohu-bohu, ça sera la jungle dans ce pays. Je crois qu'il revient au chef de l'État de mettre fin à la culture d'impunité qui s'est installée dans notre pays, où les gens ont entendu la voix, l'ordre donné par le chef de l'État et ne veulent pas l'exécuter. Je crois qu'il lui revient de sanctionner tous ceux qui n'ont pas voulu qu'on respecte ce qu'il a pris comme engagement. Et à cela, je crois que prendre des mesures pour sanctionner ceux que l'on pense être des magistrats véreux, je crois que ça a un temps et un autre jour, ça va vous retourner, vous qui prenez ces décisions. Votre conclusion, unique. Rapidement, ma 30 conclusion serait c'est-à-dire, on sent qu'il y a de l'impunité dans ce gouvernement. C'est-à-dire, quand vous voyez aujourd'hui plusieurs promesses, on n'avait pas fait allusion. Il y a un certain moment où on avait promis aux meilleurs étudiants la bourse. Ce n'est jamais venu. À un certain moment, on avait commencé, mais à un certain moment, ça ne venait plus et ça créait un vide. Et donc, moi, je pense que ce que je peux demander au gouvernement,
c'est de prendre sa responsabilité. Ouais, de prendre sa responsabilité et être conséquent, n'est-ce pas, les promesses qu'il prend à tout moment. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, la population peut lui faire confiance. Voilà qui est bien dit, madame, monsieur. Nous sommes arrivés à la fin de ces numéros de votre tranche entre vos lignes qui a reçu aujourd'hui Joël Kadé-Ndanga. Il est éditeur du journal Impact News. Joël Kadé, merci d'être venu. Merci. Et nous avons également reçu Papi Kalokola Lyonga Batamba. Il est éditeur du journal Le Libre Oriental. Merci également à vous, Papi, d'être venu. Merci, fidèle, pour cette marque de confiance. C'est la première fois que je suis dans votre studio. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Merci. Ce ne sera pas la dernière fois, vous l'avez dit. Madame, monsieur, prochain rendez-vous, c'est le vendredi prochain à la même heure sur le même antenne. Au revoir.